Coucou, j'espère que vous allez bien. Si vous débarquez sur ce format podcast expérimental, je m'appelle Marianne, je suis blogueuse et artiste. Sur les réseaux sociaux, vous me retrouverez sous le pseudonyme de Moula Causé, car le blog s'appelle Moula Causé. Il existe depuis plus de 4 ans. www.moulacausé.com. Je me suis lancée dans ce format podcast parce que je me suis dit pour un retour lecture, c'est plutôt adéquat parce que souvent mes retours lecture, je fais des recherches, je fais des notes et quand je me filme et qu'il y a l'image, j'ai beaucoup de gestes ou de mots parasites et ça m'éloigne très souvent de mes notes. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer un format podcast parce que j'ai déjà essayé 3 fois de me filmer pour ce retour et à chaque fois j'étais frustrée parce que j'étais trop distraite et je m'éloignais de ce que je voulais vous partager, vous dire sur ce bouquin. Et vous me direz si ça vous a plu, si je réitère l'expérience, si le son est plutôt correct, etc., etc. Vous me ferez vraiment vos retours en commentaire ou en message privé. Ici, c'est un retour lecture sur Joie militante, construire des luttes en prise avec leur monde, de Carla Bergman et Nick Montgomery. Il a été traduit, puisqu'au départ, c'est un livre canadien, donc en anglais, par Juliette Rousseau en français, pour les éditions du commun. Carla Bergman est une autrice, activiste, podcasteuse avec Residency, réalisatrice, productrice canadienne. Elle a notamment co-dirigé le projet Emma Talk à Vancouver, un festival qui se tient 3 fois par an. Événements artistiques et discours de femmes, personnes trans, personnes non-binaires, militants, militantes, autrices, auteurs et intellectuels. Ce projet a abouti en 2019 par le livre coordonné par elle-même, Radiant Voices, 21 Feminist Essays for Rising Up Inspired by Emma Talk, aux éditions Brindle and Glass Publishing. Nick Montgomery est un chercheur, auteur, militant. Il travaille sur la notion d'alternative au système de pouvoir et notamment sur le féminisme, l'anarchisme, la permaculture, la décolonisation et l'antiracisme à la Queen's University de Kingston dans l'Ontario. Pour la traductrice de cet ouvrage canadien, c'est Juliette. Et Juliette est une coordinatrice de multiples événements politiques internationaux tels que des contre G8, des forums sociaux mondiaux. Elle est aussi autrice du livre Lutter ensemble pour de nouvelles complicités politiques aux éditions Cambourakis en 2018 et ancienne porte-parole de la Coalition Climat 21, collectif de la société civile créé en 2014 pour préparer la COP 21. Et elle est aussi journaliste. Le livre canadien est paru en 2017. Juliette Rousseau a souhaité le traduire car elle s'attachait à questionner les pratiques d'organisation militante, conjuguer la puissance collective et la libération face aux oppressions systémiques. Durant cette recherche, elle a découvert Joyful Militancy, la version originale de ce livre, et l'a traduit car elle considérait que les réflexions qui sont développées dans ce livre sont cruciales et complémentaires de son propre travail et d'autres qui existent déjà et qui sont apparus dans les différents militantismes francophones. Ce livre fait 268 pages, est composé d'une préface écrite par Juliette et une introduction, 5 chapitres et une postface écrit par Harry Alluri.
Ce livre tente de donner de la voix à des conversations discrètes qui ont lieu depuis longtemps sur les liens entre résister et s'épanouir, sur la façon dont nous nous lions les uns les unes aux autres dans les mouvements radicaux aujourd'hui, sur certains des obstacles à la transformation collective. Et c'est ce qui, des fois, peut créer une fatigue militante ou une fatigue de l'engagement et une désertion des mouvements ou des collectifs, en fait. Ce livre, je pense l'avoir lu et je pense l'avoir vu passer dans les stories de Canel Canoubi sur Instagram, que je suis et dont j'apprécie le travail et ses engagements. Je me posais beaucoup de questions sur le blog, la portée de mes partages, mes engagements, le fait que je ne sois pas seule à le faire, donc comment se rencontrer, ne pas se marcher dessus, ne pas aussi m'épuiser. Et aussi, comme c'était une période où, quand je l'ai lu, c'était cet hiver. Et donc, y a eu la pandémie, il y a eu les confinements, déconfinements, etc. Et donc, je me sentais vraiment très perdue et seule aussi, puisque comme j'ai confiné seule, puisque je vis seule depuis quelques années. Du coup, je réfléchissais beaucoup et ça m'a pas mal aidé à retrouver un peu des réponses à mes questions. Parce que j'avais ce sentiment que j'étais crevée après cette année de pandémie à produire du contenu gratuitement, à me demander est-ce que je le fais et que ça sert à quelque chose, ou comment le faire en sorte pour avoir plus d'impact aussi au-delà du digital, comment faire, parce que en tant que militante qui parle de validisme et qui a des maladies chroniques, il y a aussi cette temporalité et ce corps qui des fois ne fonctionne pas forcément quand je le souhaite, et donc du coup des fois tu te dis j'ai envie de créer un rendez-vous physique, mais mon corps ne pourra pas le supporter, donc comment faire pour aller au-delà du digital, créer au-delà des posts Instagram ou des articles sur le blog. Voilà, c'est toutes ces questions qui se posaient en moi et qui continuent aussi. Et cette solitude a renforcé, en fait, cette pandémie a renforcé certains travers en moi, travailler sans relâche, car je me disais, mais je n'ai que ça, en fait, puisque je confinais toute seule, tout ce qui était mesures sanitaires, etc., nous poussait, en fait, à être encore plus focus autour de notre travail. Et donc, du coup, j'avais cette volonté un peu de chercher un peu ailleurs que ce que j'avais devant moi. Et ce livre, c'est tout à fait ça, je trouve. Cette nouvelle manière aussi d'accepter aussi que j'étais militante, parce qu'avant ce livre, j'avais ce sentiment qu'être militant, c'était un côté très rigide, scolaire, avec des codes que je comprenais pas forcément et où je ne me sentais pas forcément correspondre. Et donc ça m'a permis aussi de me réconcilier aussi avec certains mots qui pour moi me semblaient, à force de lire, de voir, d'entendre, assez collés à qu'une sorte de manière de porter une voix, des actions, de lutter. Et donc je me sentais pas légitime. C'est ce côté, ouais, derrière le militantisme, j'avais tendance à souvent coller le côté militaire, rigide. Je me sentais que c'était... j'avais déjà été dans des groupes militants, écolos, féministes, antiracistes, plus jeunes. Et le militantisme, les collectifs me faisaient un peu peur, me font encore un peu peur, parce qu'ils me rappellent trop ces rapports de force qui font que ce sont souvent les mêmes qui se sentent légitimes et qu'on aussi, l'air de rien, on permet, quand on, dans le sens le collectif, permet d'occuper l'espace, d'occuper le temps de parole, et que c'est souvent aussi
les mêmes personnes qui sont silenciées, en retrait, qui sont... alors que peut-être ces personnes qui sont silenciées, en retrait, qu'on entend très peu, peuvent aussi, et je pense, apporter au groupe. Et, euh, et donc voilà. Ouais, et je le ressentais encore plus dans cette manière d'être dans un certain modelage en fait du militantisme, de l'engagement, parce qu'on voyait, quand je trouvais que je voyais ce qui était populaire ou esthétiquement discours qui pouvait passer, qui créait une certaine représentation du militantisme, un militantisme cliquable, désirable, qui a tendance à créer de l'engagement, qui percute les gens et qui crée une certaine polarité, et soit on est pour, soit on est contre. Et ce livre nous explique la joie. Et cette joie, en fait, je trouve que c'est un truc que j'avais tendance à avoir perdu dans cette dernière année et demie. Je pense que la situation sanitaire n'a rien arrangé, mais le fait d'avoir tellement été sur nos écrans et d'avoir accédé à l'autre, aux autres par le biais d'écrans, a fait aussi qu'il y avait une certaine un certain sentiment de il faut réagir à tout, il faut être dedans quoi. Quand il y a quelque chose qui se passe, il faut que tu repostes, il faut que tu donnes une réaction, et donc ça crée une certaine sachant en plus avec le blog, si on veut, j'ai une voix publique, en tout cas j'assume de poster publiquement, et il y a des personnes qui regardent ce que je fais, qui partagent ou pas mon avis, etc., mais qui regardent. Et donc il y avait encore plus ce sentiment, oui, tu dois être là, quoi. Il faut être là, il faut pas louper l'info, il faut pas, etc., etc. Et c'était ça que je trouvais pesant. Et avec ce livre, je trouve que j'ai réussi à un peu plus voir que y avait une pluralité en fait du militantisme et de l'engagement, et ça passe ici par la vision en fait de la joie qu'il ne faut pas confondre avec le bonheur. C'est deux concepts bien différents, et je partageais déjà cette vision en fait que le bonheur et la joie c'est pas la même chose. La joie c'est plus une atmosphère, plus que réellement un instant précis. On peut vivre dans la joie et aussi avoir des moments de tristesse, des moments de peur, des moments de questionnement, et malgré tout avoir ce pourquoi qui est très connoté à la joie, à ce truc émancipateur, libérateur. Et dans ce livre, on le ressent par le biais de tous les entretiens en fait que Carla et Nick ont eu, parce que c'est un peu un livre choral, parce que c'est un ensemble d'entretiens que Nick et Carla ont eu, de personnalités militantes de différents bords en fait, et grâce à ces différentes conversations, interviews, il y a une synthèse en fait, il y a une synthèse, et cette synthèse c'est c'est ce concept de militantisme joyeux, la joie militante. Euh, pour le Larousse, la définition de la joie, c'est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude, sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir, une satisfaction, où il y a l'idée que ça va arriver. C'est en voie de l'être. Le livre, par contre, c'est plutôt la vision de la joie du philosophe Spinoza. Et c'est plus ce truc de... c'est comme un épice
qui est constamment dans ta vie et qui saupoudre en fait tes actions et qui leur donne ce parfum en fait. Je dirais plus que c'est ça. Et elle est différente aussi selon d'où l'on se place aussi. Je trouve que dans le livre, il y a un côté très humble parce que Carla et Nick sont des personnes blanches et donc des personnes blanches canadiennes. Qui dit personnes blanches canadiennes sont des personnes plutôt privilégiées puisqu'ils sont des descendants, si on veut, qui sont des descendants de colons en fait, puisque le Canada les Blancs canadiens ont colonisé le Canada et c'est pour ça aussi que je trouve qu'il y a un côté assez honnête aussi chez les auteurs et chez l'autrice. Et aussi dans la traduction de Juliette, ce truc de savoir d'où l'on parle, d'où est sa place dans les interactions sociales et collectives, dans les enjeux collectifs, dans le changement des oppressions. Et je trouve ça plus honnête en fait de toujours stipuler d'où l'on parle. Par exemple, moi je suis une femme noire qui vit en Belgique, qui a été adoptée. Donc qui dit adoptée, parce que adoption internationale, ça veut dire que j'ai plutôt grandi dans un milieu de classe moyenne plutôt privilégié, parce que l'adoption internationale, souvent, et ça, en tout cas à l'époque où j'étais, mais je pense encore maintenant, c'est pas n'importe qui adopte, quoi. Il faut avoir quand même, l'air de rien, un portefeuille pour pouvoir adopter à l'international. Donc du coup, j'ai baigné aussi dans cet environnement. Et, je suis noire, je suis handicapée, je suis malade. Et donc ça, en fait, toutes ces composantes-là font aussi que ma prise de parole est située. Elle n'est pas neutre. Et donc c'est aussi intéressant dans ce livre de voir comment l'auteur et l'autrice ont rencontré des personnes engagées par rapport à la résurgence autochtone, par rapport à l'antiracisme, par rapport au féminisme, par rapport au validisme, par rapport au LGBT-phobie, etc. Le classisme aussi. Il y a vraiment différents entretiens et à chaque fois on se situe, à chaque fois ils sont, je trouve, transparents dans leurs échanges. Et puis il y a aussi ce truc de pouvoir aussi avoir la possibilité de se rendre compte de la temporalité en fait des engagements. On a souvent, quand on commence à être engagé, militant, ce truc de vouloir un changement immédiat parce qu'on a ses convictions, parce qu'on se dit c'est maintenant que le changement et il faut que ça se passe, mais comment tenir dans la durée, parce que voilà, les changements, même si évidemment ils nous habitent et on veut que les oppressions soient détruites, que les discriminations, que les agressions ne fassent plus partie de notre quotidien, et en tout cas qu'il y ait le plus possible de possibilités de pouvoir être entendu et de pouvoir être respecté, pas, quelles que soient les luttes, mais qu'il y ait cette possibilité de plus en plus de pouvoir dire ok, en fait il y a la structure pour que les personnes opprimées aient par rapport au système de quoi basculer et de quoi se faire entendre, de quoi se faire respecter. Et là on parle de cette temporalité en se disant rester conscient que les choses prennent du temps
et que aussi on est inscrit dans un tout en fait. Il y a eu des choses qui se sont passées avant nous, il y a des choses qui se passeront après nous, et le présent là, on agit, on essaye, on fait ce que individuellement on peut, mais aussi par le biais du collectif, aussi s'engager. Mais peut-être qu'on ne verra jamais, si on veut, notre but ultime. On le vivra jamais et on ne le verra jamais, mais c'est pas pour autant qu'il ne vaut pas le coup en fait. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que on est dans une société où on a tendance à souvent avoir besoin l'État, le pouvoir, etc., dans lequel on vit, ce monde capitaliste a besoin en fait d'une rentabilité immédiate de je prends, je jette, je prends, j'utilise, je jette. Et donc ça aussi, ça remet un peu, ça remet pas un peu, ça remet aussi les liens de vie, les liens humains, les liens de temps en place en fait. Et voilà. J'arrive un peu à la fin de tout ce résumé. Ce qui m'a vraiment été appréciable, en tout cas ce livre Joie militante, c'est que en fait, il n'y a pas en fait de conclusion, il n'y a pas de code. À la fin de ce livre, je repars avec plein de pistes. Il y a aussi parce que je l'ai évoqué très rapidement, mais ça parle aussi de à la fois la joie militante et aussi ce qui est aussi visible maintenant, ce côté, au départ les auteurs et autrices voulaient l'appeler le militantisme triste, mais ils ont revu l'opposition entre militantisme joyeux et militantisme triste. Ils ont plutôt parlé de militantisme joyeux et militantisme radical, rigide. Ce truc où on a tendance à par rapport à un petit morceau du livre que je vais vous lire. Comme ça, ce sera plus intéressant pour vous. C'est... je vais le trouver. Les postures politiques anxieuses, la recherche vigilante des erreurs et des limites, l'hostilité qui écrase, une nouvelle idée hésitante, la façon dont la critique devient un réflexe, l'impression que les choses sont urgentes et pourtant dépourvues de sens, le succès du dernier article qui démolit les mauvaises habitudes ou façons d'être, la façon d'humilier les autres devient confortable, la fabrication infinie d'impératifs et de devoirs, la culpabilité lorsque l'on ressent de la peur et de la solitude, l'affrontement des points de vue politiques qui requièrent un gagnant, une gagnante et une perdante, un perdant, la performance du langage non oppressif, la façon dont certaines regardent le sol ou en direction de la porte. Nous connaissons ces tendances intimement. Nous les avons vues circuler, les avons senties nous traverser. Et c'est ça, ce militantisme radical, rigide, cette manière de calquer en fait des choses du système, des dynamiques du système oppresseur, alors que nous-mêmes, au départ, en fait, on voulait éclater et changer ce système. Et ben, la manière de pouvoir consolider cet engagement, ce militantisme, avec le temps, a tendance à calquer en fait ces pratiques et ces pressions et ces directives très rigides et très dogmatiques en fait. Et ça, ouais, ça je trouve que c'est quelque chose qui a tendance avec le temps à faire que les personnes
s'en vont des collectifs, s'en vont ces engagements. Il y a eu pas mal de burn-out militants, de personnes qui se disent ouais, moi je me désolidarise, je ne me considère plus comme militant ou militante parce que je ne veux pas être un gendarme ou une gendarme. C'est pas ça en fait pour le discours que les personnes disaient. Et le livre ne donne pas en fait ne distribue pas les bons points, les mauvais points. C'est juste un peu faire une cartographie en fait du militantisme à l'heure actuelle, à l'heure où on parle maintenant. Là, c'est plutôt ce côté anglo-saxon, mais la traduction en français, c'est aussi, par Juliette Rousseau, c'est aussi une manière de se dire, bah, pourquoi pas aussi dans le monde militant francophone se poser ces questions-là. Parce qu'il y a aussi ces dynamiques-là de rhétorique binaire, il faut toujours avoir un avis sur tout, des fois même sans qu'on ait réellement conscience de ce qui s'est passé, des faits, etc. On demande tout de suite de prendre position. Il y a tout le temps comme si on devait des comptes tout le temps. La manière dont on attend aussi l'erreur, et quand l'erreur est là, bah, de l'afficher publiquement avec du harcèlement en ligne ou ou plutôt dans les réunions militantes. Une pression, ouais, ça crée une pression et ça crée une régularisation de la résistance, une volonté même de purifier le fait d'être militant. Et ça, en fait, avec ce livre, on se rend compte aussi que c'est pluriel, en fait. Être militant, militante, c'est pluriel et c'est plein d'états, et que l'idée première d'un militantisme, et c'est pour ça que c'est associé à la joie, c'est d'apporter, en fait, de manière individuelle et aussi collective, que ça apporte un lien, que ça apporte une pulsion, que ça valorise en fait, que ça valorise, et pas qu'on se dise à chaque fois oui mais je ne me sens pas légitime d'ouvrir ma bouche, je ne me sens pas légitime de... Mais ce qui est aussi chouette avec ce livre, c'est qu'on se rend compte aussi de toute personne militante n'est pas l'échelle sociale ou dans les liens sociaux, n'est pas à la place. Les places ne sont pas équivalentes. Il y a certaines personnes qui ont aussi besoin, et là on parle plus d'éthique et d'équité, de prendre aussi factuellement conscience de qui a la place en fait pour la parole, qui a la place et la sécurité de prendre la parole aussi. Je pense que je suis arrivée un peu à la fin de ce podcast, ce premier format Retour Lecture Podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire votre retour. En tout cas, ça m'a plus libérée de parler juste comme ça que de devant la caméra. Et je pense que vous avez senti que ce livre m'a apporté une certaine émancipation et aussi un certain élan plutôt pour la suite des projets avec Moula Causé et les autres personnes que je parviens et réussis à connaître grâce à ce blog qui est une belle surprise, un heureux hasard qui est né de cette volonté de m'en sortir parce que ça n'allait pas, et qui devient de plus en plus une multitude de routes créées et de rencontres et de possibilités, et c'est ça que je reconnais, cette joie militante en fait. C'est source de joie. Moula Causé, c'est source de joie, et je vous le souhaite aussi en lisant ce livre, parce que je vous le conseille vraiment. Voilà, c'était le retour lecture de Joie militante, construire des luttes en prise avec leur monde, une traduction de Juliette Rousseau, format original en anglais écrit par Carla Bergman et Nick Montgomery aux éditions du commun.
Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et bonne journée. Et likez, repartagez si vous avez apprécié et abonnez-vous si vraiment vous avez aimé, mais ne vous sentez pas obligé non plus, c'est pas une injonction. Mais si vous trouvez que mon contenu vous semble intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à me donner de la force et de la visibilité en vous abonnant ou en partageant ce que je fais. Voilà, bisous, bye bye.